Placé en 9e position dans le palmarès des monuments les plus fréquentés de Paris, l'Hôtel national des Invalides reçoit chaque année 1 300 000 personnes qui viennent visiter le musée de l'Armée, bien évidemment, mais qui viennent également et surtout voir le tombeau de Napoléon qui trône dans la crypte qui a été creusée sous l'église du Dôme. Dans cette crypte, outre le tombeau, tout évoque l'empereur. Ses victoires militaires, dont certaines des plus célèbres sont inscrites sur le sol autour du tombeau. Ici, vous avez Austerlitz. Ici, Iéna. Son œuvre civile, qui figure avec les 10 bas-reliefs sculptés par Charles Simard et qui ornent le mur de la galerie circulaire autour du tombeau. Ici, vous avez celui représentant le Code civil ou Code Napoléon. Et autour de lui, il y a aussi des membres de sa famille. Son fils, l'Aiglon, qui est enterré dans la crypte. Et dans 2 chapelles au-dessus, dans l'église du Dôme, 2 de ses frères, Joseph et Jérôme. Quand il passe ensuite dans la cour d'honneur de l'hôtel pour se rendre au musée, c'est encore Napoléon qui accueille le visiteur avec la statue de Charles-Émile Soeur. Devant cette omniprésence de Napoléon aux Invalides, certains visiteurs s'imaginent que c'est Napoléon qui en est à l'origine. Et beaucoup oublient que cet établissement a été construit il y a plus de 350 ans à l'initiative de Louis XIV pour héberger des militaires devenus dépendants, soit du fait de leur grand âge, soit du fait de leurs blessures. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que cette activité de prise en charge des invalides existe toujours actuellement. C'est le rôle que tient l'Institution nationale des invalides. C'est donc de cet établissement, les Invalides, que je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Alors, pour comprendre ce qui a été amené à la création de l'Hôtel des Invalides, il faut se rappeler que le devenir des anciens soldats handicapés suite à des blessures reçues au service aux armées a toujours été une préoccupation pour nos souverains. Ces derniers ont constamment recherché les moyens d'assurer la subsistance de ces invalides, qu'on appelait à l'époque estropiés. S'ils souhaitaient assurer cette prise en charge, c'est d'une part par remerciement pour les services rendus quand ils étaient aux armées. Mais c'était aussi pour éviter que, tombant dans la misère et sans ressources, ils ne sombrent dans la briganderie et ils ne deviennent un trouble à l'ordre civil. L'empereur Charlemagne a cru régler le problème en les faisant prendre en charge dans les abbayes. Donc ces invalides entraient à l'abbaye comme oblats, ils laissaient tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire pas grand-chose, et en échange, ils étaient nourris, logés, vêtus. Si certains pouvaient s'accommoder de cette situation, beaucoup de ces anciens militaires, qui étaient soit ivrognes, soit paillards, soit les deux, ça ne leur convenait pas du tout. Et aussi ils voulaient retrouver leur liberté, quitte à mendier ou voler pour survivre. C'est Philippe Auguste qui, le premier, eut l'idée qu'il fallait les mettre dans un endroit qui leur serait destiné. Il obtint du pape Urbain III de pouvoir avoir à cet effet la maison des évêques, mais malheureusement son projet n'a pas pu être réalisé avant sa mort. Plus tard, c'est Saint Louis qui fonda l'hospice des 15-20. Alors 15-20, dans le système vicésimal utilisé à l'époque, ça voulait dire 15 fois 20 égale 300, et il y avait 300 lits dans cet établissement. Il avait été créé en 1260 pour accueillir les chevaliers qui revenaient de la 7e croisade et qui étaient tous aveugles, parce qu'avant de partir, les Sarrasins, avant de les libérer, leur avaient crevé les yeux. Cet établissement était situé rue Saint-Honoré à Paris. En 1780, il a déménagé pour aller rue de Charenton, dans l'ancienne caserne des Mousquetaires Noirs. Et c'est curieusement, cet établissement existe toujours, et il a gardé sa vocation, puisqu'il héberge le Centre national hospitalier d'ophtalmologie. Et on lui a même gardé son petit nom, puisqu'il s'appelle la Maison des 300 aveugles.
À partir du XVIe siècle, le problème devient encore plus important. En effet, les guerres sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues. Dans chaque guerre, dans chaque combat, les effectifs sont de plus en plus nombreux. Et surtout, l'apparition, la diffusion des armes à feu, et en particulier de l'artillerie, vont causer des blessures très importantes qui vont entraîner un nombre formidable d'invalides. La solution de les héberger dans un endroit qui leur est destiné devient donc indispensable. En 1554, Henri II envisage de les installer à l'hôpital Saint-Jacques du Haut-Pas, qui était situé rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement de Paris. Cet établissement existait depuis 1150, quand des frères hospitaliers de Saint-Jacques d'Alto Paccio, venus de Toscane, y avaient fait construire une chapelle et un hôpital pour y héberger les pauvres, soigner les malades et accueillir les pèlerins sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Plus tard, après lui, Henri III les installa dans la maison de la Charité chrétienne, ou Maladrerie Saint-Valère. Ça semblait pas trop mal, puisqu'Henri IV a poursuivi dans cet endroit, mais malheureusement, Marie de Médicis, en 1611, après la mort d'Henri IV, a supprimé cet établissement. Louis XIII, lui, essaya de les héberger au château de Bicêtre, mais ça n'a pas eu un grand succès. Et c'est finalement Louis XIV qui va régler le problème de façon efficace et pérenne en achetant sur sa cassette personnelle un terrain pour y construire un hôtel royal pour, je le cite, pour améliorer la condition des soldats invalides, trop vieux, trop malades ou trop gravement blessés pour continuer le métier des armes. Et dans son édit, il estimait en effet qu'il était bien raisonnable que ceux qui ont exposé librement leur vie et prodigué leur sang pour la défense et le soutien de notre monarchie jouissent du repos qu'ils ont assuré aux autres sujets et passent le reste de leurs jours en tranquillité. Et par les deux ordonnances du 24 février et du 15 avril 1670, il va créer l'hôtel royal des Invalides. C'est à Michel-François Letellier, marquis de Louvois, qui était le secrétaire d'État de la guerre, qu'il va confier la mission de réaliser cet établissement. Pour son implantation, c'est la plaine de Grenelle qui est choisie. Pourquoi ce choix? Parce que la plaine de Grenelle, qui appartenait à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, était un endroit vaste qui était plat et pratiquement inoccupé, sauf par quelques jardins potagers. Deuxième raison importante pour Louis XIV, c'est que cet emplacement était tout proche de Paris sans être intramuros. Or, Louis XIV, qui avait connu la Fronde quand il était adolescent, avait très peur de réunions de militaires dans Paris intramuros, peur des soulèvements et des émeutes. Et puis, troisième élément pour ce choix, et qui est aussi important, c'est que c'était près de la Seine, donc facile à approvisionner par bateau. Parmi les 8 projets qui ont été présentés pour la construction de cet hôtel, c'est celui de l'architecte Libéral Bruant qui va être retenu. Libéral Bruant n'était pas un inconnu, il s'était déjà illustré dans Paris en construisant l'abbaye Notre-Dame des Victoires et en construisant l'hôpital de la Salpêtrière. La pose de la première pierre de l'hôtel eut lieu le 30 novembre 1671. En attendant la fin de la construction, les Invalides vont être hébergés rue du Cherche-Midi. L'édit de fondation et l'accueil des premiers pensionnaires datent d'octobre 1674. Et c'est le roi Louis XIV en personne qui va accueillir les premiers pensionnaires qui vont entrer dans leur hôtel au son des fifres et des tambours. Le premier gouverneur de l'établissement sera François Le Masson d'Ormois. C'était un ancien officier des gardes françaises. Il va occuper ce poste depuis 1675 jusqu'à sa mort en 1678. Le règlement fixant les conditions de l'hôtel sera établi en 1676. L'église du Dôme, par contre, va être décidée un peu plus tard. Elle sera confiée
à l'architecte Jules Hardouin-Mansart, qui était le petit-neveu du grand François Mansart et qui avait été l'élève de Libéral Bruant. Il s'était lui aussi déjà bien illustré au château de Versailles, au château de Chantilly et place Vendôme à Paris. Commencée en 1676, l'église du Dôme sera achevée en 1690. Sa décoration intérieure, elle, ne sera terminée qu'en 1708 pour l'inauguration par Louis XIV. Initialement, la vocation de l'hôtel royal des Invalides était à la fois militaire, sociale, religieuse, médicale et manufacturière. Vocation militaire et sociale d'abord, puisque l'hôtel des Invalides, c'est avant tout une caserne et un hospice, destiné à donner aux militaires invalides un logement spécifique et à héberger les officiers âgés et dépourvus de ressources. Voici ici des gravures représentant 2 des 4 réfectoires qui existaient. Les conditions d'admission à l'hôtel des Invalides étaient alors une incapacité à servir, soit par l'âge, soit par l'invalidité. La confirmation de cette incapacité devait être faite par un examen physique du postulant devant un médecin, un chirurgien et un commissaire des guerres. La fourniture d'un certificat d'ancienneté était de plus indispensable. Les frais de fonctionnement de l'établissement étaient couverts, d'une part, par un prélèvement de 2 deniers par livre sur toutes les dépenses ordinaires et extraordinaires des guerres, prélèvement qui passera à 3 deniers par livre à partir de 1682. Et d'autre part, par un versement mensuel par les prieurés royaux de 150 livres par oblat dont ils avaient initialement la charge. Initialement prévu pour accueillir 1500 à 3000 pensionnaires, les capacités d'accueil de l'hôtel vont rapidement être dépassées. Les pensionnaires seront en effet plus de 4000 en 1714. Aussi, dès 1690, seront créées par Louvois des compagnies d'invalides qui seront recrutées parmi les moins invalides, disons, les moins handicapés, et qui seront détachés dans les garnisons des villes fortifiées du nord et de l'est. Vocation religieuse ensuite, car l'hôtel des Invalides était aussi un couvent, et l'encadrement des Invalides était religieux. 12 prêtres de la congrégation des missions ou maison Saint-Lazare sont présents dans l'établissement dès 1675. Ils seront 20 à partir de 1680. Très importante aussi, bien évidemment, était la vocation médicale, car l'hôtel comportait pour ses pensionnaires une infirmerie ou hôpital d'une capacité de 300 lits. Ces lits étaient individuels, ce qui était exceptionnel à l'époque où dans tous les hôpitaux, les malades étaient volontiers 2, voire plus par lit. Le personnel hospitalier comprenait un médecin, un chirurgien, un apothicaire et 7 garçons chirurgiens. Le médecin était nommé par le roi. C'était un médecin ordinaire de la maison du roi, c'est-à-dire que sans être le premier médecin, c'était quand même un personnage important et qui souvent était le médecin de la famille royale. Ce médecin avait pour obligation de visiter les malades 2 fois par jour et lors de ces visites, il devait impérativement être accompagné du chirurgien et de l'apothicaire. Concernant les chirurgiens, par un édit de 1674, Louis XIV décida que les chirurgiens affectés aux Invalides gagneraient maîtrise au bout de 6 années passées de service dans l'établissement. C'est-à-dire qu'après 6 années, ils devenaient maîtres chirurgiens et pouvaient exercer comme tels dans Paris sans avoir à passer d'examen devant la faculté. Ce n'est qu'à partir de 1707 que le roi nommera un chirurgien chef, chirurgien chevronné, qui sera chargé d'assurer la formation de ces chirurgiens gagnant maîtrise. Ces chirurgiens gagnant maîtrise sont initialement nommés par le roi sur recommandation. Plus tard, à partir de 1763, ils seront nommés sur concours. Mais cela n'empêchera pas le fait du prince, c'est-à-dire les passe-droits, comme ce fut le cas le 21 avril 1789 pour le jeune Dominique Larrey, reçu major
au concours de chirurgien gagnant maîtrise, il fut évincé par le ministre le comte de Puységur, qui préféra donner le poste à un de ses protégés. Concernant les apothicaires, à partir de 1676, Louis XIV donnera aux apothicaires le même droit qu'aux chirurgiens, à savoir qu'ils vont gagner maîtrise après 6 années passées à l'hôtel et qu'ils pourront exercer comme maître apothicaire dans Paris sans passer d'examen devant la faculté. Les apothicaires prendront le nom de pharmaciens en 1792. Concernant les soins quotidiens, par contrat passé avec Louvois le 7 mars 1676, l'organisation des soins physiques et spirituels des invalides était dirigée par les Sœurs Grises, filles de la Charité du Faubourg Saint-Lazare, ordre fondé par saint Vincent de Paul. Elles étaient au nombre de 40. Sur le plan technique médical, ces sœurs étaient soumises au corps médical de l'établissement. Par contre, elles avaient directement en charge l'infirmerie, les soins aux malades et le contrôle total de l'apothicairerie. Sur le plan administratif, elles dépendaient du ministre par l'intermédiaire du gouverneur ou du commissaire. Au total, cet établissement où les malades étaient un par lit, où les règles d'hygiène étaient rigoureuses et où la recherche clinique était active, préfigurait déjà l'hôpital moderne. Enfin, l'hôtel des Invalides avait aussi une vocation manufacturière. En effet, si dans son édit de création de l'hôtel, Louis XIV souhaitait pour ses anciens soldats la tranquillité, il estimait que tranquillité n'était pas synonyme d'oisiveté. Aussi, tous ceux qui, malgré leur invalidité, étaient encore en état de travailler, devaient travailler dans les ateliers. Et il y avait donc des ateliers de manufacture dans lesquels on fabriquait des chaussures, des bas, des uniformes, des allumettes, des tapisseries. L'atelier de calligraphie et d'enluminure sera particulièrement réputé. C'était donc déjà, on le voit à l'époque, le souci de la réhabilitation par le travail. Après la mort de Louis XIV, ses successeurs se désintéresseront totalement des invalides. Louis XV n'y viendra qu'une seule fois, en 1718. Louis XVI n'y ira une seule fois aussi, en 1788. L'hôtel sera alors victime du souci d'économie de l'administration de la guerre et il subira les attaques des ministres de la guerre successifs, le marquis de Breteuil d'abord, puis le comte de Saint-Germain, qui mettra en doute l'utilité de l'établissement et osera même qualifier l'œuvre de Louis XIV de, je le cite, monument de vanité. Malgré la résistance des gouverneurs successifs, l'hôtel va donc péricliter. De nombreux invalides, choisis parmi les plus jeunes et les moins handicapés, seront détachés dans les compagnies envoyées aux frontières. Le nombre des pensionnaires de l'hôtel tombera à 1500 et les compagnies d'invalides détachés, qui seront portées au nombre de 152, regrouperont un effectif de près de 30 000 hommes. Du fait de ces départs concernant les plus valides, l'activité manufacturière va alors être considérablement réduite. En 1669, un nouveau contrat est cependant passé entre le duc de Choiseul et les Sœurs de la Charité. En 1776, profitant de la vacuité de certains locaux dus à la diminution des effectifs, on va transférer aux Invalides les plans et reliefs qui étaient jusque-là entreposés au Louvre. Pendant la Révolution, donc, le 14 juillet, des émeutiers envahiront l'hôtel des Invalides et vont y dérober les 28 000 fusils et 24 canons qui y étaient entreposés. Parmi ces émeutiers, pour se venger de l'affront subi par le ministre Puységur, on va retrouver notre jeune chirurgien Larrey à la tête d'une bande de copains. Ces armes pillées aux Invalides vont servir à la prise de la Bastille, qui va être prise facilement avec la bienveillance de son gouverneur Delaunay, qui va ouvrir les portes. Il pensait peut-être sauver sa peau en faisant ça.
manque de peau pour lui, il va être lynché. Quant au marquis de Sombreuil, qui était le gouverneur des Invalides et qui n'avait pas ni voulu, su ou pu s'opposer au pillage des armes, il ne va pas être récompensé non plus. Il sera incarcéré à la prison de l'Abbaye. Il sera dans un premier temps sauvé par sa fille, qui va accepter de boire le sang d'un supplicié pour faire libérer son père. Le marquis de Sombreuil sera quand même guillotiné en 1794. Par contre, sa fille aura, si on peut appeler ça une petite récompense, à sa mort, son cœur sera déposé auprès de son père. C'est la seule femme qui est dans le caveau des gouverneurs des Invalides. Par ailleurs, avec la Révolution, déchristianisation oblige, le nombre des prêtres présents aux Invalides, initialement de 20, sera réduit à 5, et l'église deviendra le Temple de Mars. Le 16 mai 92, l'hôtel sera placé sous tutelle du ministère de l'Intérieur et perdra son autonomie financière. Sur l'intervention de l'abbé Maury, Louis XVI, par cette loi du 16 mai 92, laissera alors le choix aux Invalides, soit de rester à l'hôtel, soit de rentrer chez eux avec une pension. Le gouverneur sera remplacé par un directeur civil et l'administration ne relèvera plus que de l'intendant. En mai 1793, l'Hôtel national des Invalides deviendra la Maison nationale des militaires invalides, dirigée par un commandant. Les compagnies détachées aux frontières seront remplacées par 100 compagnies de vétérans. L'hôtel perdra son caractère militaire et religieux pour ne garder que sa vocation hospitalière. Il conservera cependant et fort heureusement ses médecins militaires qui étaient parmi les meilleurs de l'époque. Rassurez-vous, rien n'a changé. Pendant le Consulat et l'Empire, après avoir été délaissé par les successeurs de Louis XIV et surtout pendant la Révolution française, l'Hôtel des Invalides sera réorganisé par le premier consul Bonaparte. Mais avant même d'être consul, le général Bonaparte avait déjà eu l'occasion de s'occuper de l'Hôtel des Invalides. En effet, 3 semaines après le 13 Vendémiaire, quand il avait sauvé la République en mitraillant les insurgés royalistes sur le parvis de l'hôtel Saint-Roch à Paris, le général Bonaparte avait été nommé général en chef de l'armée de l'intérieur. Il remplaçait à ce poste Barras, qui lui-même était nommé directeur. À ce titre, le général Bonaparte commandait toutes les troupes qui étaient sur l'île de France actuelle. Et parmi ses prérogatives, il y avait la réorganisation de l'Hôtel des Invalides. Comme vous pouvez l'imaginer, dès qu'il aura ce poste, il va remilitariser l'établissement. Et le 7 septembre 1797, il nommera au poste de commandeur, au poste de commandant, le général Berruyer. Bonaparte rétablira également l'autonomie financière de l'établissement. Lors du coup d'État des 18 et 19 Brumaire, les Invalides, derrière leur commandant le général Berruyer, vont soutenir Bonaparte et certains iront même jusqu'à Saint-Cloud pour proposer leur aide. Sous le Consulat, le nombre des pensionnaires va alors augmenter rapidement, justifiant pour pouvoir tous les héberger la création de succursales. Depuis la fin du Directoire, 2 succursales avaient été déjà créées, celle de Saint-Cyr et celle de Versailles. Elles avaient été créées surtout pour y exiler les membres les plus excités et les éloigner de Paris. Ces 2 succursales vont fermer en 1803. En 1801, pour accueillir les nombreux blessés revenus de la 2e campagne d'Italie et surtout ceux revenus de la campagne d'Égypte, 2 autres succursales vont être créées. Celle de Louvain, en Belgique, et celle d'Avignon. Celle de Louvain va durer jusqu'en 1814, quand on va perdre la Belgique. Elle sera remplacée par celle d'Arras, qui continuera de fonctionner jusqu'en 1818. Quant à la succursale d'Avignon, installée dans les 3 ensembles conventuels de Saint-Louis, Saint-Charles et des Célestins,
Elle accueillera entre autres les soldats souffrant de séquelles d'ophtalmie au retour de la campagne d'Égypte. Cette succursale va persister jusqu'en 1850. Elle sera fermée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte. Mais jusqu'à la fin, elle a hébergé un grand nombre de pensionnaires, puisque lors d'une visite d'inspection par le baron Larrey en 1834, elle hébergeait encore 900 invalides, dont 196 amputés et 58 aveugles. Le nombre des invalides pendant le Consulat et l'Empire ne sera jamais inférieur à 5000. Environ 3000 seront hébergés à Paris, le reste le sera dans les succursales. Et un système de pension pour les invalides non hébergés sera mis en place dès le début du Consulat. L'administration de l'hôtel étant redevenue militaire, l'Empire reprendra pour les pensionnaires les uniformes, en voilà un devant vous, les uniformes qui étaient ceux de l'Ancien Régime. Pendant cette période du Consulat et de l'Empire, les invalides connaîtront 2 gouverneurs, le général Berruyer, on l'a vu tout à l'heure, et le maréchal Sérurier. Berruyer, rétabli dans son titre de gouverneur en 1803, il restera jusqu'à sa mort en 1804, c'est pas très longtemps. Quant au maréchal Sérurier, il lui succédera en 1804 et restera au poste jusqu'à sa mort en 1819. Pendant cette période toujours, l'hôtel retrouvera en particulier sa vocation médicale et y seront affectés les grands noms du service de santé militaire de l'époque. Parmi les médecins, Jean-François Coste sera médecin en chef des Invalides du 26 juillet 1796 jusqu'au 9 novembre 1819. Il sera en même temps médecin-chef de la Grande Armée de 1805 à 1807 jusqu'à la veille d'Eylau, où il sera remplacé par Digenet. Il sera aussi inspecteur général du service de santé. Il mourra aux Invalides en 1819. Après lui, René-Nicolas Dufriche, plus connu sous le nom de baron Digenet, on le connaît aussi très bien, sera lui aussi médecin-chef des Invalides, mais après l'Empire, de 1832 à 1836. En 1807, il va succéder à Coste comme médecin-chef de la Grande Armée. Il sera lui aussi inspecteur général du service de santé. Parmi les chirurgiens, Sabatier, qui sera membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de chirurgie, en 1789, comme chirurgien en chef des Invalides, il sera le maître de l'arrêt. Plus tard, il sera secondé par Ivan, qui lui succédera à sa mort le 24 juillet 1811. Outre son poste de chirurgien en chef, il sera aussi professeur à l'école d'anatomie et de chirurgie de l'hôtel. Il sera également inspecteur du service de santé avec Coste et Parmentier. Ivan, qui sera le chirurgien particulier de Napoléon, succédera à Sabatier comme chirurgien-chef des Invalides en 1811. Il sera en 1814 nommé inspecteur général du service de santé et il restera aux Invalides jusqu'à sa mort en 1831. À Ivan, c'est Larrey qui va succéder, mais il ne sera médecin-chef des Invalides que pendant 4 ans, de 1832 à 1836, car suite à un conflit avec certains maréchaux lors de l'épopée impériale, le ministre de la guerre de l'époque, le général Clark, va l'empêcher de rester plus longtemps en prétendant qu'il ne pouvait pas cumuler ses fonctions de médecin-chef des Invalides et d'inspecteur général du service de santé. Parmi les apothicaires et pharmaciens, le plus célèbre est bien sûr Antoine-Augustin Parmentier, que l'on connaît plus pour être le précurseur de la chimie alimentaire. Apothicaire aux armées depuis l'âge de 20 ans, il sera aux Invalides apothicaire gagnant maîtrise de 1765 à 1772. Il deviendra le premier apothicaire en chef en 1772. Mais à ce poste, il va vite entrer en conflit avec les Sœurs Grises, qui voyaient en lui un rival qui allait leur enlever leur mainmise sur l'apothicairerie.
Le conflit va durer 2 ans et c'est finalement Louis XVIII qui va trancher le conflit en donnant raison aux sœurs et en supprimant le poste d'apothicaire en chef. Parmentier sera quand même récompensé, il pourra conserver aux invalides son logement et surtout son laboratoire qui existe toujours et qu'on peut visiter aux invalides. Et en attendant qu'il puisse rejoindre son laboratoire, il travaillera dans la salle des boiseries, qui est maintenant une salle d'honneur, et qui était au préalable la chambre des convalescents de maladies vénériennes. Concernant la grande qualité des soins dont jouissaient les pensionnaires sous le Premier Empire, l'étude des registres de 1808 à 1814 permettent de s'en faire une idée. Bien que les pensionnaires, avant d'être aux invalides, avaient en moyenne servi dans les armées pendant 30 ans ou plus, leur espérance de vie était relativement satisfaisante puisque l'âge moyen de décès des invalides était de 70,7 ans. Par ailleurs, aucune épidémie n'avait été constatée chez ces vétérans, dont un tiers avait passé plus de 20 ans dans l'hôtel. Bref, grâce à Napoléon, les pensionnaires y auraient été particulièrement bien traités, comme le constate le journaliste et écrivain Émile de la Bédolière dans un article intitulé « Une visite aux invalides dans la première moitié du XIXe siècle », article dans lequel il écrit « Il est vrai que les invalides doivent beaucoup à Napoléon, le plus grand fabricateur d'estropiés des temps modernes. Depuis son règne, ils sont traités comme des princes, et plus heureux que des princes, car ils sont à l'abri des révolutions. » Pendant cette période, l'hôtel impérial des Invalides recevra des visiteurs de marque, comme par exemple le pape Pie VII. L'empereur lui-même s'y rendra à plusieurs reprises, comme cette visite qu'il fera le 11 février 1808 et qui est immortalisée ici par le tableau de Véron-Bellecour. La dernière visite que Napoléon fera aux Invalides aura lieu le 15 mars 1813 en compagnie de la nouvelle impératrice Marie-Louise. Napoléon, qui aura repris donc le grand dessein de Louis XIV, va aussi s'attacher à accroître la renommée de l'établissement. Tout en conservant ses 5 fonctions initiales, l'hôtel des Invalides deviendra en effet sous l'Empire le symbole de l'union entre la nation et son armée, et le panthéon des gloires militaires. Y seront scandés par le canon des Invalides les succès des grands moments du régime impérial. Des salves seront données pour annoncer les victoires militaires, pour les entrées solennelles des souverains, et le 20 mars 1811, 101 coups de canon vont annoncer la naissance du roi de Rome. Ils seront également organisés des cérémonies solennelles, transfert des cendres des grands militaires, Turenne, Vauban, fête de la Concorde le 14 juillet 1800, le serment des légionnaires et la première remise des étoiles de la Légion d'honneur dans l'église des soldats le 15 juillet 1804. Remise des trophées pris à l'ennemi lors des campagnes militaires. Des drapeaux, essentiellement des drapeaux, et en 1807, des drapeaux, l'épée et les décorations de Frédéric le Grand. En 1814, après l'entrée des troupes coalisées dans Paris, pour éviter que tous ces trophées ne soient repris par l'ennemi, ils seront brûlés dans la cour des Invalides, en partie, et les restes vont être jetés dans la Seine. Ils seront plus tard repêchés et rejoindront les Invalides en 1829. De la Restauration à la Première Guerre mondiale, après 1815, ce sera malheureusement pour les Invalides une nouvelle période de déclin qui se poursuivra jusqu'à la Première Guerre mondiale. Dès 1822, l'utilité de l'établissement sera à nouveau contestée et on envisagera d'y installer l'école polytechnique. La même année 1822, heureusement, le maréchal Victor, duc de Bellune, ministre de la guerre de l'époque, prendra la défense des Invalides et il fera reconnaître que, par un usage fondé sur la déférence, les militaires invalides auront le pas sur tous les autres corps de troupes sans exception et que
L'hôtel deviendra le lieu d'hébergement des soldats ayant donné leur sang sur tous les champs de bataille. Cette expression, tous les champs de bataille, sera d'ailleurs reprise et elle figure sur le drapeau des Invalides. Le 14 juillet 1832, la dotation qui donnait à l'Hôtel des Invalides son autonomie financière est supprimée. En 1838, c'est d'une division de la garde nationale ou le ministère de la guerre qu'on envisage d'y installer. Pendant la monarchie de Juillet, les Invalides vont cependant connaître un grand événement. En effet, le 15 décembre 1840, en présence du roi Louis-Philippe, aura lieu le retour des cendres de Napoléon Ier. J'ai oublié Napoléon III, mais il ne faisait que confirmer ce qu'avait dit le général Victor. Donc, exhumé le 15 octobre 1840 de la vallée des Géraniums à Sainte-Hélène, où il avait été enterré le 9 mai 1821, le cercueil de Napoléon sera rapporté en France à bord de la frégate La Belle Poule. Il arrivera aux Invalides le 15 décembre 1840. Il sera d'abord exposé dans le chœur de l'église, dans laquelle sera donné le requiem de Mozart. Il sera ensuite déposé dans la chapelle Saint-Jérôme le 6 février 1941 et il y restera le temps de la construction du tombeau par Louis Tullius Visconti, tombeau qui est en quartzite. Pendant toute cette période, le nombre des pensionnaires va régulièrement diminuer. Et à la fin du Second Empire, ils ne seront plus que 1052. Profitant alors de l'espace laissé libre par la diminution du nombre de pensionnaires sous la Troisième République, dès 1871-1872, s'installera aux Invalides le musée de l'artillerie. À partir de 1878, l'infirmerie n'est plus considérée comme un hôpital et le nombre des pensionnaires continue de diminuer jusqu'en 1914. En 1896, on y installe alors le musée historique de l'armée qui, en 1905, va fusionner avec le musée de l'artillerie pour donner l'actuel musée de l'armée. Les pensionnaires seront alors regroupés dans le seul espace qui leur sera désormais consacré, l'infirmerie. Pendant la guerre 14-18, dès 1915, l'infirmerie des Invalides deviendra un hôpital annexe du Val-de-Grâce, le VG 83. On y traitera en particulier les blessés médulaires et crâniens sous la direction du professeur Landouzy et de son équipe, les docteurs Hugonnet, Camus, Desgerine et son épouse, Madame Desgerine Klumke. Ce sera le premier centre mondial de traitement des blessés du système nerveux central. Cette même année 1915, le corps du Rouget de Lille va faire un petit passage par les Invalides. En effet, il était prévu que Rouget de Lille soit inhumé au Panthéon le 14 juillet 1915. Le gouvernement avait donné son accord, mais ça n'a pas eu lieu parce que les députés qui étaient en vacances n'ont pas pu donner le leur. Donc il est allé temporairement aux Invalides, où il a été placé dans le cœur du caveau des gouverneurs, en attendant qu'il retrouve dans un second temps le Panthéon. Avant la fin de la guerre, le 27 janvier 1918, l'Hôtel des Invalides retrouvera sa fonction d'hospice et d'hôpital, quand le président de la République, Raymond Poincaré, sur le rapport du docteur Georges Clemenceau, décrétera « L'Institution nationale des Invalides a pour mission de traiter, à titre permanent, les pensionnaires qui ne peuvent recevoir les soins nécessaires dans leur famille. À titre temporaire, les militaires retraités qui doivent faire l'objet d'interventions ou de soins spéciaux, les grands blessés qui pourront devenir des pensionnaires permanents. L'Institution des Invalides, indépendante du musée de l'armée, dépend du ministre de la Guerre, sous-secrétariat du service de santé. Elle est soumise au régime des hôpitaux militaires sous l'autorité d'un médecin-chef qui dépend du directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris. Elle occupe les locaux de tout temps attribués à l'infirmerie des Invalides
et en cas d'extension reconnue nécessaire, la préférence lui sera accordée de plein droit sur tous les occupants de l'hôtel. Après la Première Guerre mondiale, donc, sera créée l'Institution nationale des Invalides. Le 20 janvier 1920 sera créé par le président Raymond Poincaré le ministère des pensions, des primes et allocations de guerre, c'est l'ancêtre du ministère des anciens combattants, et ce ministère sera confié à André Maginot. C'est donc lui qui va coiffer l'Institution nationale des Invalides, qui est créée par ce même décret du 20 janvier 1920. Sera confirmée à cette occasion la double vocation de l'établissement. C'est d'une part un centre d'accueil des pensionnaires, et c'est d'autre part un centre hospitalier de traitement des pensionnaires. Depuis 1915, en particulier, l'Institution nationale des Invalides était devenue le premier centre mondial de traitement des paraplégiques. Malheureusement, en 1923, les médecins civils affectés à ce centre de traitement des blessés vont rejoindre les hospices assistance publique hôpitaux de Paris. Et les médecins militaires qui les accompagnaient seront eux mutés et ce centre cessera donc son activité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1941, les Invalides seront repliés en Normandie, dans les hôtels de Tessé-la-Madeleine, proche de Bagnoles-de-l'Orne. L'institution, vidée de ses pensionnaires, sera alors momentanément occupée par les Allemands. Et, par contre, ils retrouveront quand même leur hôtel en 1941. Après la guerre, en 1947, sera installé un bloc opératoire, une salle de rééducation. En 1951, sera installé un bloc opératoire moderne. Le 25 juin 51, devant l'afflux de blessés en provenance de Corée et d'Indochine, le médecin-chef Pelot, urologue, ouvrira à nouveau un centre de traitement des paraplégiques. Le 25 juin 1952, le président de la République, Vincent Auriol, remettra au gouverneur, le général Houdemont, le tendard des Invalides portant en lettres d'or les inscriptions « Honneur et patrie, tous les champs de bataille ». En 1962, après une visite du général de Gaulle, seront débloqués les crédits pour la construction d'une piscine destinée aux paraplégiques. Cette piscine sera inaugurée en 1964. En 1974, sous la direction du médecin-chef Guy Lagrave, le bloc opératoire sera rénové avec en particulier l'installation d'une salle haute asepsie pour la réalisation de prothèses. Ce service disposera en outre de lits fluidifiés en nombre suffisant et pourra alors y être traitées les complications des paraplégiques et des tétraplégiques, en particulier les escarres et les vessies neurologiques. En 2007, les blocs opératoires ainsi que les 34 lits de chirurgie seront malheureusement fermés. En 2009, tant en raison du long savoir-faire de l'Institution nationale des Invalides que d'une offre famélique en milieu civil, le bloc rouvrira ses portes pour la seule prise en charge des séquelles des grands blessés neurologiques, escarres compliqués, puis séquelles urologiques. Malgré une importante activité initiale, la désaffection progressive des blessés médulaires prioritaires d'une part, l'évolution du profil des blessés de guerre d'autre part, conduisent à de nouveaux rééquilibrages. L'activité chirurgicale est à nouveau décentrée dans les hôpitaux extérieurs et le bloc opératoire des Invalides est définitivement fermé. Alors, qu'est devenue l'Institution nationale des Invalides actuellement ? Depuis la loi du 3 juillet 1991, l'Institution nationale des Invalides est devenue un établissement public à caractère administratif. Il est placé sous tutelle du Secrétariat général pour l'administration du ministère de la Guerre. C'est le chef de l'État qui est le protecteur des Invalides. Son représentant auprès des pensionnaires est le gouverneur des Invalides,
nommé par décret sur proposition conjointe du ministre de la Guerre et du ministre des Anciens Combattants. L'actuel gouverneur est le général de corps d'armée Christophe de Saint-Chamas. La direction médicale de l'établissement est confiée à un médecin général inspecteur du service de santé. Ce médecin chef des Invalides est actuellement Rémi Macarès. Depuis 1952, nous l'avons vu, un étendard portant l'inscription « Tous les champs de bataille » est attribué à l'institution. Sa garde est constituée des Invalides, tous médaillés, et ils sont désignés par le gouverneur. Les missions de l'Institution nationale des Invalides, bien, l'institution a pour mission essentielle la prise en charge des blessés en service aux armées, mais elle participe également aux missions de service public en accueillant en particulier les victimes d'attentats. Ainsi, les Invalides ont reçu 25 victimes des différents attentats de Paris le 13 novembre 2015 et de Nice le 14 juillet 2016. Pour remplir ces missions, l'Institution nationale des Invalides comprend 3 entités. Le Centre des pensionnaires, un centre de réhabilitation ou réadaptation post-traumatique et un centre d'études et de recherche sur l'appareillage du handicap. Le centre des pensionnaires, il comprend 81 lits en chambres individuelles répartis sur 2 sites de part et d'autre du dôme de l'église. Ces chambres sont aménagées selon le handicap de chacun. Les conditions d'admission sont définies par le Code des pensions militaires d'invalidité et un taux d'invalidité minimum de 85% est exigé. Une équipe médicale et paramédicale les suit en permanence. Selon les besoins, ils peuvent être pris en charge avec toute l'attention liée à leur handicap et à leur statut au sein des hôpitaux d'instruction militaire, Percy à Clamart et Bégin à Saint-Mandé. La prise en charge financière des pensionnaires est faite par l'État contre redevance de 30% de leur pension. Ce centre travaille également avec des partenaires, la Croix-Rouge française, l'Ordre de Malte, l'Hospitalité Notre-Dame, la Solidarité Défense et la Réserve citoyenne. Le centre de réhabilitation post-traumatique, héritier du service de rééducation, constamment enrichi de matériel et de techniques nouvelles, s'intègre dans le parcours de soins et de réhabilitation post-traumatique du blessé militaire. Il travaille en coopération avec les hôpitaux d'instruction. Il comprend un service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle de 50 lits, un service de suite post-opératoire pour les militaires qui ont été opérés dans les hôpitaux d'instruction, un hôpital de jour de 20 lits, une unité sensorimotrice et un centre de consultation externe. Enfin, 3e entité, le Centre d'études et de recherche sur l'appareillage du handicap. Il est rattaché à l'INI depuis 2010. Il est implanté sur 2 sites géographiques différents, à Ouapi, dans la banlieue de Metz, et à Créteil. Mais le centre de Créteil est en train de déménager pour être regroupé sur les Invalides. Une 4e entité est aussi en train de voir le jour. Il s'agit d'une unité de soins psychiques pour victimes de stress post-traumatique, ce qu'on appelle les blessés invisibles, les blessures invisibles. Enfin, pour compléter l'offre de soins, existe au sein de l'hôtel des Invalides un service dentaire avec 3 fauteuils dentaires, un laboratoire de prothèses et un service d'imagerie. 400 personnels sont actuellement employés à temps plein aux Invalides. 2 partenaires sont associés à l'INI, l'association du foyer des Invalides, qui a été créée après la Première Guerre mondiale et reconnue d'utilité publique en 1927. Ce foyer regroupe un espace de vie, une boutique, une bibliothèque, et l'association organise pour les pensionnaires des sorties touristiques et culturelles. Le club sportif de l'Institution nationale des Invalides, créé le 10 octobre 1996, il regroupe des adhérents handisport dans plus d'une dizaine de disciplines. Il est agréé jeunesse et sport,
Il est affilié auprès de la Fédération sportive handisport et auprès de la Fédération des clubs sportifs et artistiques des armées. Ce club est assez performant puisque aux Jeux de Rio, il a obtenu 3 médailles d'or. 3 de ses pensionnaires ont obtenu une médaille d'or. Ligny reçoit aussi maintenant des visites de personnalités, comme ici, le prince William en compagnie de son épouse Kate Middleton. Et qu'en est-il actuellement de l'hôtel des Invalides, en dehors de l'institution nationale des Invalides qui perpétue la vocation sociale et médicale voulue par Louis XIV? La fonction militaire existe toujours, puisque l'hôtel national des Invalides reste un haut lieu du pouvoir d'État. C'est le lieu de résidence du gouverneur militaire de Paris. C'est aussi le lieu dans lequel se déroulent bon nombre de cérémonies officielles, comme malheureusement les nombreux hommages aux militaires français décédés en opération extérieure. La fonction religieuse est également toujours présente, puisque l'église des soldats est devenue cathédrale en devenant le siège du diocèse aux armées. L'actuel évêque aux armées est Monseigneur Antoine de Romanet. Et bien sûr, l'hôtel des Invalides abrite surtout depuis 1905 le musée de l'armée qui occupe la plus grande partie des locaux. Enfin, l'église du Dôme est devenue une nécropole militaire. Il y a bien sûr, on en a parlé, le tombeau de Napoléon. La crypte habite aussi le tombeau de l'Aiglon. Mort le 22 juillet 1832 à Vienne, le duc de Reichstadt, l'Aiglon, fut enterré dans la crypte des Capucins à Schönbrunn. Son cercueil sera ramené aux Invalides le 14 décembre 1940 sur ordre d'Adolf Hitler. Sur le cercueil sera déposée une gerbe en forme de croix gammée. Dans la nuit qui a suivi son dépôt, le gardien des Invalides l'a brûlé. Exposé devant le maître-autel de l'église du Dôme, il sera ensuite placé dans la chapelle Saint-Jérôme, comme l'avait été son père, avant d'être installé le 18 décembre 1969 au pied de la statue de Napoléon, dans la cella aménagée dans le pourtour de la crypte. Au-dessus, dans l'église du Dôme, dans les chapelles latérales, on va trouver les tombeaux de Turenne et de Vauban, de 2 membres de la famille Bonaparte, Jérôme et Joseph, de Foch et de Lyautey. De part et d'autre des portes de bronze qui donnent accès à l'escalier menant à la crypte, les 2 grands maréchaux du palais, Duroc et Bertrand. Et dans le caveau des gouverneurs seront enterrés tous les gouverneurs des Invalides décédés entre 1678 et 1973 et qui sont morts en fonction. Il y aura aussi dans le caveau des gouverneurs quelques maréchaux et généraux. Le dernier à avoir été autorisé à rejoindre le caveau des gouverneurs, j'insiste sur lui, mais c'est le baron Larrey. Voilà, le caveau des gouverneurs. Et le dernier qui a rejoint, c'est le baron Larrey. En effet, le 15 décembre 1992, à l'occasion du 150e anniversaire de sa mort, et à l'initiative conjointe de la Direction centrale du service de santé des armées et de la Société française d'histoire de la médecine, ces restes seront inhumés du Port-Lachaise et retransportés dans le caveau des gouverneurs. Le 2 décembre 2021, ce sont les restes du général Gudin qui ont été accueillis aux Invalides. Il repose actuellement dans le cœur du caveau des gouverneurs, en attendant que soit achevé son tombeau dans une galerie sous la crypte. Au total, le caveau renferme les restes de 93 personnes. 12 reposent également dans l'église du Dôme et 16 dans son sous-sol. C'est donc finalement 121 personnes qui sont enterrées aux Invalides. En conclusion, j'ai oublié les 19 de l'attentat de Chesky qui sont aussi aux Invalides. En conclusion, Louis XIV, à la fin de sa vie, évoquant la création de l'hôtel des Invalides, estimait qu'elle était
la plus grande pensée de mon règne. Et dans son testament, il affirmait encore, entre les différents établissements que nous avons faits dans le cours de notre règne, il n'en est point qui soit plus utile à l'État que celui de l'Hôtel des Invalides. Pour Montesquieu, l'Hôtel des Invalides est le lieu le plus respectable de la terre. J'aimerais autant avoir fait cet établissement si j'étais prince que d'avoir gagné 3 batailles. L'Hôtel royal des Invalides réglait effectivement et pour le long terme une question cruciale, celle de la prise en charge des militaires blessés, handicapés ou trop vieux et sans ressources. Mais cet hôtel, tour à tour royal, impérial, puis national, a parfaitement rempli sa vocation et n'a été grand que lorsque les souverains en place s'y intéressaient. Après une histoire compliquée, au cours de laquelle ses fonctions d'hospice et d'hôpital ont à plusieurs reprises failli disparaître, l'Institution nationale des Invalides perpétue encore actuellement et fort heureusement la vocation médicale et sociale de l'établissement, telle que l'avait voulu son fondateur Louis XIV et telle que l'avait restaurée Napoléon. Chaque année, en septembre, une messe est célébrée en la cathédrale Saint-Louis des Invalides en mémoire de l'œuvre de Louis XIV pour cet établissement, et cette messe réunit des représentants de la République française, des armées et les héritiers des familles Napoléon, Orléans et Bourbon. Je vous remercie de votre attention.